Bonjour à vous tous et bienvenue. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte de Thury-en-Valois. Thury-en-Valois est un village de 500 habitants et se situe sur le plateau du Mulcien aux abords de la départementale 922 qui va de Baie à Mareuil-sur-Ourcq. Il n'y a pas de gentilé officiel, mais les habitants sont appelés Thurysiens, mais devaient aussi s'appeler autrefois les Tauriaciens. La commune est comme certains autres villages que nous avons vus récemment, délimitée au sud par la Grivette et au nord par la forêt de Ray. Thury-en-Valois compte 3 hameaux, la Grange-aux-Bois, qui est une grande ferme sur la route en direction de Mareuil-sur-Ourcq, Collinance, et le moulin Grivette, tous deux situés dans la vallée de la Grivette au sud. Le village a eu comme nom jadis Tauriacum, Thoiry, Thury, Thury, pour devenir enfin le Thury-en-Valois d'aujourd'hui. Thury-en-Valois possède un blason. Il est divisé en 4 chevrons, avec comme symbole pour le premier une gerbe de blé, le deuxième une escarboucle représentant une pierre précieuse, au milieu Saint-Martin tranchant sa cape avec son épée, et celui du dessous est une fleur de lys sur le fût de tau. Le tau étant la dernière lettre de l'alphabet hébraïque et était le signe le plus cher à saint François. Thury-en-Valois avec Auteuil-en-Valois sont les deux seuls villages du canton de Nanteuil-le-Haudouin à porter le nom de Valois. Monsieur Louis-Étienne François Héricard, vicomte de Thury, avait remarqué depuis longtemps que le périmètre du village avait l'apparence d'un camp romain. Il avait encore, au commencement du 19e, du côté de la route départementale, un faible remblai qui pouvait être le reste d'un boulevard. Des médailles d'argent et de bronze ont été retrouvées en grand nombre sur le territoire de la commune. Des haches, des armatures de flèches de toutes dimensions avec des débris ont aussi été retrouvés, ce qui donne à penser qu'on fabriquait sur place ces sortes d'armes. On a trouvé des tuiles romaines et d'autres antiquités en plusieurs points du territoire. L'abbé Carlier cite les noms de Barthélemy de Thury, d'Ermengarde de Thury parmi ceux des personnes titrées qui assistèrent en 1182 au testament de Thibaut III, comte de Nanteuil. Barthélemy de Thury est encore signalé pour avoir été en 1194 l'un des témoins dans le testament d'Éléonore, comtesse de Saint-Quentin d'Anne de Valois. Anne d'Ussart, seigneur de Thury, paraît en 1565 dans un accord concernant les moulins de la Grivette et de Collinance. La terre appartenait au commencement du XVIIIe à Jacques Janard, conseiller au Grand Conseil, dont on voit la tombe dans l'église. Par acte du 18 mai 1711, il fit donation de ce domaine à monsieur Jacques-Louis-Sébastien Héricard, vicomte de Thury, son parent, à charge pour lui d'entretenir à perpétuité une maîtresse d'école et sœur de charité. Cette famille est apparentée à Marie Héricard, épouse du célèbre fabuliste Jean de La Fontaine. Le successeur de celui-ci fit bâtir vers 1760 le château à la place d'un manoir où la famille Héricard s'implante jusqu'à la fin du XIXe siècle. La fondation de Noirterre a été créée par Antoine Valentin Jumel de Noirterre et sa femme pour venir en aide aux enfants abandonnés. Monsieur de Noirterre décède en 1902 et c'est en 1907, à sa mort, que sa veuve lègue sa fortune à cette fondation qui vient s'installer au château de Thury. Du château incendié par les Français en 1915 et par la suite par les Allemands en 1918, ne restent que les vestiges de ce mur et de cette tour, que l'on peut voir sur cette photo ancienne, ainsi que le reste de l'enceinte sud. J'ai essayé de restituer le château comme il devait être jadis en me basant sur d'anciennes photos, en rouge le château et ses dépendances et en bleu le parc. Mais là, ça n'engage que moi. Le hameau de Collinance comporte une dizaine de maisons, mais aussi le château de Collinance du XVIIIe, construit après que le site ait été abandonné suite à la Révolution par des religieuses, car, avant cela, existait une abbaye à Collinance dont peu connaissent l'existence et encore moins l'histoire. Je vais vous relater ici un texte de Madame Colette Kempener qui rapporte très bien cette histoire. En 1134, des religieuses de l'ordre de Fontevraud décident de fonder un prieuré sur les terres que possédait déjà l'abbaye de Fontaine, située au nord de Meaux. C'est ainsi qu'elles choisissent un emplacement retiré où s'élevait une chapelle en bordure de forêt de Ray.
Elles lui donnèrent le nom de Collinens, Colonantia en latin dérivé de Colonia qui signifie métairie. Contrairement aux autres ordres, celui de Fontevraud est double, accueillant des hommes et des femmes, mais dirigé par une femme, une abbesse, à laquelle les moines doivent se soumettre. Le monastère devint très vite prospère, bénéficiant de donations multiples de riches seigneurs de la région. Celles que l'on a appelées les Dames de Collinens possédaient de nombreuses terres ainsi qu'un grand nombre de fermes, dont la ferme de la Grange aux Bois. Elles étaient également propriétaires des moulins du hameau. La guerre de Cent Ans au XVe et les guerres civiles du XVIe n'épargnèrent pas le prieuré, mais la communauté réussit à se relever puisqu'en 1700 on comptait encore 32 religieuses et 6 converses. Les converses sont des religieuses employées au service domestique. La Révolution de 1789 marquera la fin de cette époque. Toutes les propriétés deviendront des biens nationaux, les bâtiments seront pillés, démantelés ou rasés. Il ne reste que très peu de vestiges de cette abbaye qui devait compter un cloître, des cellules, un réfectoire et des dépendances agricoles. Aujourd'hui, on ne distingue que les ruines de l'église. Les 2 statues que l'on voit devant l'entrée de la crypte ne sont pas d'origine, mais ont été ramenées d'Italie par le propriétaire, et j'avoue qu'elles sont du plus bel effet car je les ai vraiment crues d'origine. Comme quoi je ne suis vraiment pas doué en architecture, mais j'y travaille. Il reste aussi au fond du parc une très belle petite chapelle où se trouve la tombe entre autres d'une jeune religieuse nommée Anne de Destrée, décédée en 1682 à l'âge de 16 ans, dont on voit la dalle gravée à droite. Après des années d'abandon, ce domaine était devenu celui de la Forêt Vierge. Toutefois, en 1878, un château est construit, mais le mauvais sort s'acharne encore, faute d'entretien. Au fil du temps, la bâtisse devient inhabitable, le parc livré aux mauvaises herbes, les arbres d'essence rares sont envahis de lianes gigantesques. Heureusement, depuis quelques décennies, le dernier propriétaire restaure cette demeure et son parc et rend à ces lieux chargés d'histoire leur allure d'antan. On ne peut évoquer Collinens sans parler de ses moulins. Selon Louis Grave, il y en avait 3. Le moulin Grivette, le moulin de Collinens et le moulin Gaillard. Seul le moulin Grivette a été restauré et est désormais à usage d'habitation. Du moulin de Collinens ne reste que des ruines situées à l'entrée de la propriété. Pour le moulin Gaillard, il est sur une propriété privée et il n'en reste vraiment plus grand-chose. Tout près du moulin Grivette se trouve un étang de pêche privé qui est situé sur l'emplacement des anciennes cressonnières et non loin de l'ancienne gare de Thury-Boulard. Gare qui se trouvait sur la ligne Ormois-Villers-Mareuil-sur-Ourcq, ligne transformée depuis en voie verte sur laquelle j'ai déjà réalisé une vidéo. Je reparlerai de cette gare lors de la découverte du village de Boulard, puisqu'elle est sur son territoire. Allons découvrir l'église Saint-Martin de Thury-en-Valois. L'église Saint-Martin, plusieurs fois reconstruite, est un vaste édifice très homogène et particulièrement représentatif de la dernière période du gothique de la région. Son mauvais état extérieur ne plaide malheureusement pas en sa faveur. Mais le conseil municipal a pour projet de lancer une restauration de cette église et je l'en félicite. À peu près régulièrement orientée, l'église comprend une nef de 4 travées avec bas-côtés, un chœur-halle et une abside à 5 pans. Cet édifice date principalement du XVIe et l'on ne sait rien de l'ancienne église si ce n'est que des morceaux de cette dernière du XIIe ont été réemployés dans la maçonnerie actuelle. Le clocher repose sur la dernière travée du bas-côté nord et la partie haute est aménagée en chambre de guet comme d'autres tours du Valois et du Mulcien des XVIe et XVIIe. On peut d'ailleurs voir une très belle tourelle d'escalier. La grande façade est bien mal en point et les moulures du portail sont très abîmées. Le portail est en anse de panier et surmonté d'une très grande fenêtre accompagnée d'une fenêtre sur chaque bas-côté. L'intérieur propose une grande hauteur et est très bien éclairé par ses nombreuses fenêtres. On voit malheureusement que le bas-côté nord souffre de l'humidité et que cette église aurait besoin d'une restauration. En tout cas, le conseil municipal fait tout pour y arriver et je suis de tout cœur avec eux, car cette église est vraiment un bel édifice. Toute l'église est voûtée d'ogives avec de belles clés de voûte. Les arcades sont bien alignées et symétriques et l'arc triomphal est assez impressionnant.
Il accueille, au bas de ses piliers, 2 retables dont un avec les noms des morts pour la France. Le chœur de 2 travées est entouré par des bancs et les colonnes sont parées de boiseries tout comme l'abside. Abside qui comprend le très beau maître-autel en marbre avec un décor de statues en bois à l'arrière. Les vitraux de l'abside ne sont pas en reste et sont, malgré le temps, restés très beaux. Les 2 croisillons contiennent 2 magnifiques retables. Le bas-côté sud comprend un joli petit harmonium. Plusieurs pierres tombales et plaques commémoratives se voient dans ce même croisillon, ainsi qu'un très beau Christ au lien et dans le chœur un aussi beau lutrin. Sans oublier la chaire à prêcher, simple mais intéressante. Je vous laisse avec quelques éléments de l'église Saint-Martin. Retournons dans les rues du village. Il n'y a pas de calvaire, mais une petite croix de chemin à l'entrée ouest du village. Face à cette croix, une des 2 mares du village dans lesquelles se trouvaient des lavoirs aujourd'hui disparus. Il existe encore plusieurs puits dans le village, mais ceux-ci sont tous dans des propriétés privées. Dans le cimetière se trouvent quelques tombes de soldats de la Première Guerre mondiale et ce que je pensais être un mausolée en plein milieu du cimetière est en fait une très belle chapelle qui aurait elle aussi besoin de restauration et qui sont aussi prévues par le conseil municipal. Le monument aux morts se situe devant l'école. Et, à propos d'école, Thury est actuellement en regroupement pédagogique intercommunal avec Cuvergnan et la Villeneuve-sous-Thury, mais devrait, dès la rentrée scolaire en septembre prochain, assumer toutes les classes de la maternelle à la primaire à elle seule. À ce titre, un city-stade est également en projet. Il y avait en 1934 5 épiceries, mais contrairement à d'autres villages, Thury a encore un commerce. Au marché, petit magasin alimentaire, et compte aussi une podologue, 2 toiletteurs canins, une esthéticienne et 3 artisans, pour l'électricité, plomberie, rénovation, etc. J'allais oublier, il y a aussi un producteur de miel dont le miel est fait ici, à Thury. De plus, la mairie compte un service postal comme à Boursonne ou Saint-Ine, service que j'aimerais bien un jour voir dans chaque mairie, car très utile dans les communes rurales. Il reste aussi 5 exploitants agricoles sur le territoire. En 1936, un grand cèdre du Liban situé dans le parc du château fut abattu. On l'appelait le cèdre de la Vierge à cause d'une statue installée dans l'arbre par les moines de la fondation de Noirterre. Cette statue se trouve désormais dans le parc du prieuré d'Auteuil-en-Valois devant l'église que nous verrons bientôt. Dans la rue de l'église se trouve une belle demeure qui aurait servi dans les années 70 au film Un éléphant ça trompe énormément avec Jean Rochefort, Claude Brasseur, Guy Bedos et Victor Lanoux. Voilà, c'est ici que se termine la découverte de ce sympathique village rural où il fait bon vivre et dont la municipalité met tout en œuvre pour préserver un esprit de village d'antan et restaurer ses fabuleux monuments. Je tiens à remercier M. Margotet, le maire de Thury, ainsi que ses adjointes, Mme Le Gouédec et Mme Goulas, pour leur accueil, leur aide et leur gentillesse, ainsi que toutes les personnes qui m'ont aidé dans la préparation de cette vidéo. Je remercie aussi énormément M. Perrol pour son aide, sa gentillesse et son accueil au château de Collinance. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un commentaire et un j'aime si cette vidéo vous a plu, et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines découvertes. A bientôt. Au revoir Thury-en-Valois.